Euh, oui, oui, nous avons déjà 7 minutes de retard. Alors, Gabriel Henrique, la parole est à toi. Merci beaucoup. Je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir suivi et d'avoir participé au moment des partages et des discussions menées au fil de ce colloque. Je vous informe aussi que les certificats de présence seront délivrés à partir de demain. Je profite pour remercier fortement à l'ambassade de France de l'appui dans le déroulement de cet événement et bien également aux professionnels qui ont fait la traduction simultanée pendant ces 2 jours de colloque qui ont permis le partage des connaissances très, très chères à nous. Cela dit, j'ai le plaisir de passer la parole au professeur Michel Récopé, professeur émérite à l'Université Clermont-Auvergne et membre du laboratoire Activité, Connaissance, Transmission, Éducation pour le discours de clôture. Professeur, je vous remercie d'avance et la parole est à vous. Bien, écoutez, je vous remercie très sincèrement, très chaleureusement. Je remercie l'organisation de ces belles rencontres internationales qui croisent les cultures autour de personnes qui nous sont communément chères, et en particulier Gérard Vergniaud, mais pas seulement. Je voudrais dire également, et c'est très sincère, que j'ai été vraiment surpris, autant le dire, par la finesse des interventions, par l'extrême qualité des propos, et j'ai énormément appris. Voilà, j'étais un petit peu dans, comment dirais-je, dans l'inconnu, et vraiment, j'étais époustouflé par la richesse des échanges, et j'en ai retenu beaucoup de choses. Je vais pour ma part vous revenir sur Vergniaud et sur le schème, de façon à parler de choses qui sont, à mon avis, essentielles dans son travail. Ce sont les catégories et les régularités. Et je vais essayer de mettre le schème de Gérard Vergniaud en rapport avec le champ contemporain des sciences cognitives et de la formation. Par champ contemporain des sciences cognitives, je me limiterai, sans doute de manière très partiale, à l'énaction et à la phénoménologie, ainsi qu'au pragmatisme. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on a avec la phénoménologie européenne l'approche énactive d'origine chilienne avec Humberto Maturana, puis Francisco Varela, maintenant Ezequiel Di Paolo et quelques autres. On a un retour à des questions centrales, et il me semble que Vergniaud est une excellente voie d'opérationnalisation des hypothèses ou des principes pragmatiques ou pragmatistes, phénoménologues ou phénoménologiques et énactivistes. Alors, quelques mots que je n'avais pas prévu de dire. D'abord, je voudrais signaler que je remercie les étudiants pour leur présence, et j'espère que je vais être clair et utile, mais j'ai de grands doutes. En tout cas, je vous laisserai après mon intervention et après l'avoir nettoyé, je vous laisserai mon PowerPoint que j'ai tenté de traduire en portugais brésilien grâce à un traducteur automatique j'espère, d'assez bonne qualité, mais sous toute réserve. Alors, je vais vous proposer des retours en arrière. Les retours en arrière sur ce qu'est le schème, au risque de faire des répétitions, sur ce que sont les invariants opératoires, et notamment les théorèmes en acte. Je suis ravi de voir qu'il en a été énormément question. Je vais revenir sur la question de l'assimilation. Retour en arrière aussi, je vais revenir, enfin là, très rapidement, je ne peux pas faire autrement, sur Gabriel Revaud-Dallon, qui, de mon point de vue, et de plus en plus à la lecture des différents articles, difficilement trouvables par ailleurs, ce monsieur a été rayé quelque part des listes académiques,
pour je ne sais quelle raison, puisque même ces enfants n'ont pas connaissance ou quasiment pas de la biographie de leur père. Pour moi, Revaud d'Allonnes est le véritable précurseur de Gérard Vergniaud, bien plus que Jean Piaget. Ça pourrait ne pas plaire à beaucoup de gens, mais tant qu'on n'a pas connu le travail de Revaud d'Allonnes, qui commence en 1914 et qui, à ma connaissance, pour ce qui m'intéresse, s'achève vers les années 1930, qui a été extrêmement valorisé par des gens comme Pierre Janet, qui a été lui-même professeur de Piaget. Voilà, on s'aperçoit des pères inconnus. Il y a des illustres savants, mais également des gens qu'on a oubliés pour je ne sais quelle raison, et pour moi, c'est particulièrement injuste. Donc, l'un de mes projets, c'est de montrer que Revaud d'Allonnes est le véritable précurseur inconnu de Gérard Vergniaud. Gérard Vergniaud n'a connu Revaud d'Allonnes qu'à l'occasion d'un article qu'une étudiante de ma faculté avait trouvé, etc. Et puis ensuite, on a fait des recherches, on a passé ça à Gérard Vergniaud. Très rapidement, Revaud d'Allonnes est celui qui a observé, dans une méthode d'observation quasi-ethnographique, les jeunes enfants. Il propose une théorie du développement de l'enfant dans la vie quotidienne. Donc, pas du tout la question de la naissance de l'intelligence, les structures du raisonnement, mais comment des schèmes globaux permettent progressivement à l'enfant, je dirais, d'entrer en société, d'entrer dans les valeurs culturelles, d'entrer dans les rapports à autrui. C'est absolument, pour moi, hein, et encore une fois, ce n'est pas une vérité, ce n'est qu'un point de vue, c'est extraordinaire. Et je pense que Vygotsky aurait adoré les travaux de Revaud d'Allonnes. À ma connaissance, il ne les connaissait pas. Revaud d'Allonnes s'intéresse énormément à la conceptualisation en actes, au point qu'à un certain moment, je me suis demandé si Gérard Vergniaud n'avait pas été fortement inspiré. Je suis sûr que non. Je crois en l'honnêteté foncière, fondamentale et en l'humanisme de Gérard Vergniaud. Revaud d'Allonnes a également décrit des schèmes dans le contexte des pratiques professionnelles, artisanales, ordinaires. Donc, par exemple, en 1914, dans la Société française d'avancement des sciences, sur les schèmes auditifs du mécanicien automobile. Et puis sur d'autres schèmes, mais également sur des schèmes des animaux, puisque pour lui, tous les animaux ont des schèmes, etc. Bref, voilà ce que je voulais dire. Quand je dis que Revaud d'Allonnes a inspiré le schème chez Gérard Vergniaud de manière très indirecte, je veux dire par là, et encore une fois, soyons clairs, Vergniaud ne connaissait pas, qu'il a été le précurseur des aspects de l'œuvre de Gérard Vergniaud. Et donc, pour moi, ce sont deux géants qui se sont rencontrés tardivement, et je dois même dire que Gérard Vergniaud, sur la fin de sa vie, n'avait plus envie de lire des textes, notamment des textes nouveaux, par exemple ceux de Revaud d'Allonnes, et ça lui a fait écrire parfois, y compris dans la revue Intellectica, que Revaud d'Allonnes s'intéressait très peu à l'action, ce qui n'est pas exact factuellement, puisqu'il y a un texte notamment de Gabriel Revaud d'Allonnes qui s'appelle « Comment l'action schématise ». Et il indique qu'il est le premier à parler des schèmes. 1914, je crois que Piaget avait 18 ans à l'époque et Revaud d'Allonnes commençait déjà à publier sur le schème. Voilà. Peut-être un retour en arrière, alors là c'est un peu polémique parce que je ne vais pas vous parler de mathématiques ou de sciences ou de technologie, je vais vous parler de pratiques corporelles, éventuellement de pratiques artisanales ordinaires. Donc dans la vie quotidienne, ce qui est en relation très forte avec l'approche active, dans laquelle, qui est pour moi, je ne sais pas si vous... Enfin, il doit y avoir des niveaux d'appréhension et de connaissance de cette approche qui sont différents.
Pour moi, l'inaction est l'avenir des sciences cognitives, mais également des technologies robotiques. Vous avez aussi bien l'École polytechnique en France qu'au plus haut niveau en mathématiques, en biologie, d'immenses savants internationaux qui reconnaissent les mérites de l'œuvre de Francisco Varela, qui est une phénoménologie de l'expérience dans la vie quotidienne. Voilà. Donc, c'est la perspective que je vais vous proposer, puisque le colloque s'appelle à la fois bilan et perspective. Et la perspective, ce sera clairement que les propositions de Gérard Vergniaud, qu'on retrouve en germe maladroit, mais qu'on retrouve en germe chez Gabriel Revaud-Dallon, serait une excellente, pour ne pas dire la meilleure. Je ne veux pas dire la meilleure parce que… Michel, je peux te couper un peu. Est-ce que Oui. tu es en train de passer les diapositives? Parce que nous, on est figé dans la première. Hein? Oui, je suis encore sur la première diapo. Là. Ah, ok, excusez-nous. Non, non, je te remercie, Nadja, je te remercie. Ça, au contraire, ça clarifie les choses. Ça clarifie les choses. Donc, pour moi, la prochaine active est vraiment l'avenir des sciences cognitives opposé à la métaphore de l'homme comme ordinateur traitant de l'information, etc., etc. Voilà le message que je voudrais vous proposer à travers ce titre. Une énorme admiration envers Gérard Vergniaud, qui pour moi ne fait pas simplement œuvre de psychologie et de didactique, mais qui nourrit une pensée ethnographique et philosophique, notamment dans le rapport au réel. Par exemple, Gérard Vergniaud, je le dirai plus tard, mais propose que le couple schème, classe de situation assimilable par ce schème, c'est le meilleur couple pour rendre compte de la question philosophique centrale du rapport au monde ou du rapport au réel. Et on a eu là des types de rapports au monde et au réel, par exemple l'intervention d'Audrey qui montrait 4 types de rapports et d'appréciation de l'expertise, d'interaction avec l'expertise, etc. Pour moi, ça renvoie un peu à ces questions de rapports différenciés au monde par un certain nombre de personnes. Mais si j'ai une énorme admiration envers Gérard Vergniaud, je lui adresse aussi des critiques extrêmement respectueuses. Notamment, la notion de situation qu'il propose est extrêmement ambiguë. Et on reviendra peut-être là-dessus avec Nadja suite à son intervention. Pour moi, le signifié, c'est la situation pour le sujet. Et donc, on ne devrait pas mettre un triplet avec signifiant, signifié, situation, mais on pourrait mettre signifiant, signifié et environnement externe, par exemple. C'est-à-dire circonstances descriptibles par un autrui, mais en tout cas pas le point de vue de l'acteur ou de l'agent. Donc rapidement, le terme expérience pose problème, Gérard Vergniaud l'emploie dans de très nombreuses acceptions. Le terme de concept me pose énormément de problèmes aussi. Concept en acte, tenu pour vrai. Alors, tout ça, c'est une introduction. Concept en acte, pour moi, c'est tenu pour vrai que c'est pertinent. Si c'est tenu pour vrai, alors ça rentre dans la catégorie des théorèmes en acte. Et je parle bien dans le schème. Donc, je propose une explication de schème où en invariant opératoire, on aurait en réalité d'abord et avant tout, et je sais que c'est contesté, des théorèmes en acte. Enfin, autre critique, c'est qu'il me semble que Gérard Vergniaud reste trop cognitif. Il s'intéresse en tant que didacticien au fonctionnement cognitif de la personne dans un champ conceptuel que moi je préférerais appeler un domaine de pratique socioculturelle. Donc, il est trop sur la cognition, tout en étant constructiviste, peut-être pas assez sur les enjeux dont parlait quelque part Haussmann, parce que ces enjeux-là, on les retrouve aussi chez le sujet ou l'individu quotidien dans la vie quotidienne. Il y a des aspects affectifs, des aspects sociaux, culturels, etc. Et enfin, je dirais que Gérard Vergniaud n'est pas assez inactif, alors qu'il est pré-inactif. Au sens de, c'est pour moi un proche
Par contre, il considérait que l'inaction, en gros, c'était un peu trop concurrent de la psychologie. Et ben, on a eu des discussions animées là-dessus. En fait, ce qui m'intéresse chez Gérard, c'est cet énorme potentiel. Et je vais essayer de prendre au sérieux et de radicaliser certains aspects du schème. Je terminerai en disant que mon ancrage à moi, personnel, individuel, c'est un ancrage de formateur ou d'enseignant ou d'entraîneur. D'accord? Et cet ancrage de formateur, c'est celui d'une personne qui a toujours été en lutte contre l'accroissement des inégalités d'apprentissage, que ce soit dans le champ scolaire, et en France, par exemple, vous êtes en maths, vous avez du mal, hein, et je pense que d'une manière générale, il y a un accroissement des inégalités d'apprentissage chez les élèves, mais également chez des apprentis, chez les jeunes sportifs, etc. Et que être formateur pour moi, au plan éthique, au plan des valeurs, c'est tout faire pour réduire l'accroissement des inégalités et tendre vers une égalité d'apprentissage. Voilà. Donc, je poursuis, j'ai déjà été sans doute très long. Pour moi, étudier l'activité et l'expérience, c'est se rendre compte et identifier divers types de régularités. Ces régularités, et ça n'étonnera pas vu ce que je dis sur Revaud-Dallon, c'est des régularités d'observation comportementale in situ, pendant l'exercice de l'activité. Ça me paraît important. Autre type de régularité, ce sont des régularités circonstancielles. C'est-à-dire que tel type de comportement est manifesté régulièrement dans tel type de régularité circonstancielle. Et on peut aller très finement dans les régularités circonstancielles. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans différentes études dont je ne parlerai pas trop ici. Ce n'est pas un problème, ça se trouve. Il y a des régularités de signification qui peuvent être capturées lors d'entretiens d'autoconfrontation lorsque l'acteur est confronté aux traces de son activité via des extraits vidéo. Et puis, il y a des régularités de ressenti, c'est-à-dire des régularités liées à des appréciations, liées à des sentiments, liées à des regrets, à des joies, etc. Et pour moi, ces différents types de régularités sont assimilables, peut-être pas aux poupées russes dont parlait Georges, mais pour moi, elles sont imbriquées, intriquées, elles font partie de la même poupée en quelque sorte. Ça me paraît extrêmement important. Et encore une fois, ce n'est pas Piaget qui, le premier, a cherché à capturer des régularités dans la vie quotidienne des enfants. Entre parenthèses, Piaget n'a fait ça que pour la jeune enfance. Avant, à mon avis, je suis un peu dur parfois, mais très souvent, avant, en étudiant, semble-t-il, ces enfants, et avant la naissance de l'intelligence, alors que ce n'était pas le cas, par exemple, chez Revaud-Dallon, ce n'est pas le cas chez Vergniaud. Alors pour moi, la connaissance opératoire, et ça a été dit hier, c'est ce qui est à l'œuvre dans l'activité, c'est ce qui organise l'activité de la personne. De ce point de vue-là, au plan épistémologique, il n'y a pas de mauvaise connaissance, de mauvaise représentation. Il y a la connaissance de chaque personne, qu'elle soit débutante, expert reconnu mondialement. Pour moi, au plan épistémologique, c'est la même chose. Il y a une connaissance opératoire qui rend compte d'une cohérence de la personne. Et pour moi, une connaissance opératoire, c'est tout ce qui est à l'œuvre comme catégorie. Et je vous propose de considérer que les catégories sont indissociables des régularités. Par exemple, le citron est un fruit jaune parce que j'ai souvent vu des citrons jaunes. Régulièrement, les citrons sont jaunes. Mais il y a aussi des citrons verts.
etc. Parce que ceux-là sont plus petits, sont régulièrement verts. Et pour moi, ce sont ces catégories qui sont au cœur de la connaissance opératoire. Je crois que c'est aller au plus profond des invariants opératoires de Gérard Vergniaud. Et quand on dit le citron est jaune, pour moi, c'est un théorème en acte. D'accord ? Ce qui va me permettre, de même que mettre la tête dans l'eau, ça provoque une entrée de l'eau forcément et ça nous fait couler. Hein, il y a beaucoup de gens qui sont là-dessus, c'est-à-dire que l'eau, ça rentre par les yeux, par les oreilles, par le nez. Il ne faut pas mettre la tête dans l'eau parce que ensuite tu vas te remplir d'eau et tu vas couler. Ben pour moi, c'est une connaissance, c'est un théorème, c'est une vérité postulée par le sujet, c'est une proposition implicite tenue pour vraie sur le monde qui donne accès à un monde de vérité pour la personne. Et ça, c'est totalement en accord avec le pragmatisme de Dewey, de Peirce, au moins dans ce qu'ils ont en commun. D'accord ? Et la connaissance, c'est ce qui est à l'œuvre dans l'activité pour traiter plusieurs situations, mais situations du point de vue du sujet. C'est-à-dire mon monde actuel de mon point de vue intrinsèque. Et quelque part, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la compétence. Pour moi, la compétence, c'est une connaissance opératoire qui est socio-culturellement valorisée, même si on a des référentiels de compétences qui sont nuls ou pas très bons ou archaïques. Et ça, moi, par exemple, je vais parler un peu de volleyball et je peux vous assurer que quand on liste des compétences en volleyball dans les référentiels classiques, c'est catastrophique. On est à l'an 1 de l'identification des compétences critiques, par exemple. Donc, pour moi, la compétence, c'est une connaissance opératoire qui est socio-culturellement valorisée par un groupe de gens ayant l'autorité pour dire des choses, même si elles sont fausses. Et bien sûr, la compétence, elle est considérée comme appartenant à quelqu'un qui est régulièrement efficace dans un ensemble de circonstances plutôt difficiles. Et c'est assez proche de l'idée d'expertise de mon point de vue. De ce point de vue-là aussi, la formation, ce serait avant tout d'identifier les régularités de l'activité actuelle des formés avant de prétendre transformer durablement l'activité de santé. Et là, on a beaucoup d'exemples là-dessus. En gros, c'est identifier les invariants opératoires. Mais j'insiste sur le fait que ça renvoie à des catégories, à des régularités. Il s'agit ensuite de repérer ce qui génère ou ce qui organise ces régularités chez le formé ou chez des populations de formés. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu, j'ai beaucoup aimé même quand Audrey parlait de 4 types différents, parce que je crois qu'il y a des populations, et je vais vous en donner des exemples, et il faut respecter ce qui génère et organise ces régularités. Ces régularités ne sont pas là par hasard. Et enfin, il s'agit de transformer l'activité actuelle déformée tout en la respectant, en tenant compte de leur catégorie, de leur régularité, de leur théorème en acte, pour les conduire, pour susciter plus exactement une transformation, d'accord, vers l'activité valorisée par le formateur. Donc, il faut susciter le changement de régularité et c'est susciter le changement de schème. Alors, on ne voit pas le schème. Le schème est invisible. Par contre, on voit ces manifestations régulières. Et là, j'ai pris très peu de circonstances variables. J'ai signé du mieux que je pouvais 12 fois. Et vous voyez qu'il n'y a jamais 2 fois la même signature, mais qu'en revanche, il y a des régularités. Alors, je vais aller assez vite. Au risque de dire des choses que vous connaissez bien, je vais accélérer. Mon schème de la signature génère une infinité de signatures qui ont des particularités personnelles. C'est ma signature à moi, si vous me permettez.
Ces signatures sont toujours singulières, il n'y a jamais 2 fois reproduction à l'identique, cependant, elles présentent des régularités. D'accord? Et pour moi, le schème, c'est ça. C'est une forme d'organisation de l'activité, une unité de connaissances pratiques largement implicite, permettant de percevoir et d'agir, qui s'étend à un ensemble de circonstances. Un petit exercice pour que tout le monde peut faire. Répétez votre signature et vous verrez que ce que je vous dis est vrai. Donc, vous avez un schème de la signature, du moins si vous avez construit une régularité dans votre manière de signer. Parce que des fois, à l'adolescence, on change de signature. Alors, je vais peut-être revenir à ma signature pour dire, la signature, est-ce un schème simple? Un geste simple, il a été question de gestes de pensée, etc. Alors, ma signature, en fait, pour reprendre ce que disait Georges, c'est un combiné de composantes entre moi. Vous voyez, ma signature, elle est un peu légère. Je ne veux pas trop parler de moi, mais c'est MR, Michel Récopé. Alors qu'avant, je mettais mon nom en gros, Récopé, etc. Puis j'ai changé. Il y a une question de mode dans les signatures rapides à faire, donc une question culturelle et sociale. Mais ce n'est pas uniquement moi et mes attentes. Trouver une bonne signature, être sympa, qui corresponde bien à ce que je suis. Il y a aussi mon membre, tout mon membre, voire même tout ce qui est épaule, hein, ou même haut du corps peut-être, qui est impliqué dans des coordinations motrices, dans des temporalités. Il me faut un traceur. Ce traceur peut être un marqueur, un crayon, un stylo, ça peut être une craie. Il me faut un support. Le support, il peut être horizontal, vertical, oblique. On peut signer sur des grosses balles de tennis, sur un ballon de football. Le support est très différent. Et on est dans des situations culturelles. D'abord, il faut qu'on soit dans une culture de l'écrit qui est liée à des formes de certification de l'identité de quelqu'un par une signature, que dans des enjeux, je reviens à Ousmane, qui peuvent être très différents, ils peuvent être culturels, socio-économiques, entre signer un petit chèque, qui peut d'ailleurs être un chèque important pour quelqu'un, et signer un prêt à la banque pour 30 ans, où je m'engage à verser une somme pour acheter mon logement, que ce soit à Londres ou ailleurs ou à Paris. Voilà. Et puis, il y a une implication affective, parce que sur cette signature, il y en a 2 ou 3 qui me plaisent, il y en a qui, pour moi, qui sont ratés. Hein, quand je signe, je peux être stressé parce que je ne sais pas si quelqu'un va aimer ma signature. Je ne sais pas si je dois signer un contrat qui m'engage pour 30 ans ou si je dois signer comment dirais-je, un appel de fonds, etc. Bref, ce n'est pas simple du tout, la signature. Et j'en viens à ce qui m'intéresse ici, c'est que eh bien, le schème est complètement contemporain dans le cadre de différents invariants de pensée proposés par les sciences cognitives contemporaines. Et ce qui me semble être invariant, au risque de me tromper, c'est que chaque espèce phylogénétique, et quelqu'un avait parlé de phylogénétique à un moment donné dans le chat, chaque culture et chaque individu en dernier ressort, individu, ce n'est pas un mot moche, hein. Individu, ça vient d'indivisible, dit Georges Canguilhem, et ça vient d'individu et, dirait aussi Canguilhem, et puis d'autres auteurs qui ont travaillé sur l'individuation, je pense notamment à Gilbert Simondon. Donc, chaque individu en tant qu'être singulier, chaque culture, chaque espèce, et hommage aux espèces et lutte contre la perte de la diversité biologique, chacun construit historiquement le monde de son activité, un monde de qualité sensible
pas de propriété vraie des choses ou des objets. Il a été dit déjà que la couleur est culturelle, la couleur n'est pas une chose en soi, elle n'est pas séparable du système et des couleurs mères de l'espèce, ni du nombre de cônes, de bâtonnets, etc. Donc voilà, et quelque part, l'énaction, c'est une revisite de la phénoménologie par des Sud-Africains. Il y a clôture phénoménale, c'est-à-dire qu'il y a un mode de vie et d'activité qui est indissociable d'un monde de vie et d'activité. D'accord ? Les deux sont organiquement couplés, liés, ils forment un système. Ça rejoint une vieille idée européenne de Lumwelt, de Jacob von Uexküll, de plein d'autres auteurs. Pour moi, il y a une longue histoire là-dessus. C'est un monde de perception et d'action instantanément signifiants. Mais ce ne sont pas des mondes de perception et d'action immédiates, au sens où il n'y aurait pas de médiatisation par quelque chose. J'emploie le mot instantané pour dire que les schèmes assurent en temps réel, donc en instantané, dans le présent continu, l'interface individu-environnement. Si je reviens à ce que disait Georges, si on a les mêmes expressions, pour parler d'ontologie, on est fondamentalement dans une ontologie relationnelle qui est l'opposé d'une ontologie substantialiste, c'est-à-dire qui considère que les choses se suffisent en elles-mêmes, existent en soi, alors que l'ontologie relationnelle pose, elle a une longue tradition qui a été recouverte par le cognitivisme nord-américain, etc., une longue tradition disant que ce qui est premier, c'est la relation. Et j'oserais dire la relation assimilatrice. Alors, je vais terminer dans quelques minutes. Vergniaud nous propose une opérationnalisation du fonctionnement du schème à travers le schéma que beaucoup connaissent, c'est-à-dire que dans l'environnement extérieur, donc le grand rectangle, on pose qu'il y a des aspects, des transformations, des effets, au moins pour quelques-uns. Je pense qu'il n'y a pas de fait en soi, mais ce qui importe, c'est que dans le monde extérieur, il y a des aspects qui sont pertinents pour le sujet, et s'ils sont pertinents, c'est parce qu'ils sont tenus pour vrais, pour riches, ils sont significatifs. Et pour moi, de ce point de vue-là, ils sont indissociables de théorèmes en acte, c'est-à-dire de propositions tenues pour vraies alors que le sujet ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il a cette connaissance implicite. D'accord ? Donc, il y a un système de catégories et de relations qui forment des théorèmes en acte. Je vais vous en donner quelques exemples et j'en resterai là. Et les inférences sur la base de ces catégories et de ces théorèmes en acte vont permettre l'ajustement du schème aux circonstances variables. Par exemple, un ballon peut venir très vite, moyennement vite ou lentement, et en fonction de ça, je ne vais pas retenir, même si j'en sais rien que je retiens tout ça, c'est dans l'obscurité absolue, des règles de génération de la conduite, de prise d'informations pertinentes pour moi, de contrôle, de surveillance, etc. Et je vais avoir des attentes. Moi, je préfère le mot attente parce que le mot attente renvoie à quelqu'un qui espère un résultat attendu qui est bénéfique. D'accord ? Alors voilà, je vais assez vite. Donc, si je reprends un exemple du volleyball, et j'ai beaucoup de diapos, mais je vais en rester à 2 ou 3, vous avez ici une valorisation culturelle en volleyball qui est en rapport avec la performance et l'apprentissage et qui enjoint les gens
y compris à haut niveau. Tout ça, ces personnes sont des personnes de très haut niveau qui prescrivent un système d'attente en formation, disant que la défense en volleyball, c'est très simple, il y a une règle, il faut aller jouer tous les ballons. La règle 2, c'est quand le ballon vous paraît hors de votre portée, référez-vous à la règle 1 et allez-y quand même. Et il est dit que, là on est dans l'activité au sens de l'activité des volleyeurs, hein. Je ne parlerai jamais d'activité volleyball. Le volleyball est une pratique socio-culturelle qui évolue, qui meurt, etc., qui est très valorisée au Brésil, et pour cause, et c'est aussi un petit clin d'œil au Brésil. Et donc, il est dit que la défense est une poursuite implacable et que c'est une attitude. Avant d'être purement cognitive, c'est de l'ordre d'une attente. Et nos travaux, alors depuis une quarantaine d'années, mais le nombre d'années n'est pas un argument de pertinence, nous avons défini 10 modes de pratique du volleyball qui sont chacun organisés par un schème, je dirais moi, critique, même si Gérard n'aimait pas qu'on parle de schème critique, le schème surordonné de l'activité, et notamment par un théorème en acte qui est le plus important pour le mode de vie de certaines populations de volleyeurs. Donc, on a identifié non pas 4 types de rapports comme a fait Audrey, mais on est exactement sur les mêmes designs, hein, d'études ethnographiques quasiment. Et Gérard Vergniaud disait « La science, c'est la construction de nouvelles catégories ». Et là, par exemple, le travail qu'on a fait qu'on ne peut plus parler de volleyeurs au sens générique, au sens général, mais que nous avons identifié 10 manières d'être volleyeur, avec un enjeu qui est pour la population 1, et ça correspond absolument, mais c'est la seule population, ce qui est attendu par les formateurs à travers leur formation plus ou moins adroite, efficace, à travers leur prescription, d'accord ? Eh bien, c'est ceux qui font tout défensivement pour que le ballon ne tombe pas au sol de leur demi-terrain. Et puis, voilà, je ne vais pas forcément… alors, tout ça, c'est des études sur les 4 types de régularité lors d'observations systématiques. Ça a donné lieu à des publications récemment dans une grande revue d'ergonomie, Applied Ergonomics. Plus 2020, 2019. Et on a donc là la méthodologie qui est déclinée, y compris dans les entretiens. Et puis, vous avez une deuxième population. Le plus important, c'est le rôle. Je suis passeur, je suis attaquant, je suis réceptionneur attaquant, je suis contreur central. Et puis, il y a des gens pour qui le volleyball, au plus important, comme mode de vie et monde de vie, c'est un prétexte d'amusement. Et donc, le théorème en acte, c'est partager un bon moment avec autrui. Voilà, bon, peu importe, vous en avez 10, on peut dire 9, 12, peu importe. Et je vais vous donner un exemple de schème à l'œuvre dans des régularités, d'accord? Donc, l'activité d'un joueur de la population 9, alors population 9, c'est les gens, et on en voit, y compris en club, y compris en fac d'éducation, le plus important pour certaines personnes, c'est que le ballon fait mal lorsqu'on le touche, lorsqu'on le contacte, et que l'activité est organisée fondamentalement par quelque chose de très important pour eux. Il ne s'agit pas de se moquer, pas une seconde, ne pas me faire mal aux mains ou aux avant-bras en jouant le ballon. Et par exemple, j'ai choisi ça pour montrer épistémologiquement qu'on respecte bien évidemment ces personnes qui ont de bonnes raisons d'avoir construit ce schème.
Donc, l'activité d'un joueur de la population 9, dont le théorème en acte majeur est ne pas me faire mal aux mains avant-bras en jouant le ballon, présente la cohérence d'ensemble suivante, avec toutes les catégories, des centaines de catégories qu'on retrouve dans les 3 items. C'est l'avant-dernière diapo. Donc, cette personne redoute les cas où le ballon risque d'arriver à grande vitesse et bien évidemment les cas où le ballon arrive effectivement à grande vitesse. Puisque en inférence liée à un théorème en acte et à des attentes, régulièrement, un ballon qui arrive à grande vitesse percute et crée un impact douloureux, notamment lorsque le ballon est gonflé. Ensuite, ce joueur, dans son activité, il les esquive, pas toujours, mais régulièrement par un pas de côté. Ça veut dire clairement qu'en boxe, esquiver un coup, c'est très bien techniquement, oh, bien joué, et que parfois on se moque de quelqu'un qui esquive un ballon qui va faire un impact. Alors que du point de vue du joueur, il est tout à fait normal, et je dis normal au sens de Canguilhem, hein, c'est comme ça qu'il faut bien faire, d'accord? Il esquive parfois par un pas de côté, et encore, je ne vous dis pas que des fois, ces joueurs migrent juste derrière le filet, parce que juste derrière le filet, il n'y a jamais de ballons qui vont arriver vite. Et il y en a d'autres qui migrent en dehors du terrain. Et vous retrouvez des joueurs qui, sans même en être pleinement conscients, eh ben, vont sur les limites du terrain ou sortent un peu du terrain ou restent dans leur coin à un endroit où ils n'auront pas de ballon qui arrive à grande vitesse. En plus, ils se prémunissent contre la violence des impacts du ballon en mettant plusieurs épaisseurs de maillot ou de larges bracelets éponges, vous savez, comme on les tennismen, parce que ça amortit les chocs et c'est un moyen efficace d'avoir des actions efficaces, puisque pour eux, l'action efficace, c'est ne pas se faire mal. D'accord? Ne pas jouer les ballons qui viennent vite, etc. et ne pas se faire mal. Et en fait, ça se traduit par quoi? Par la création de solutions gestuelles de la manchette, qui est un geste canonique du volleyball, mais alors que les formateurs prescrivent de jouer avec le premier tiers de l'avant-bras, ces gens jouent avec les métacarpes, hein, c'est-à-dire les surfaces dures des mains, voire du poignet, parce que quand il n'y a que de l'os et peu de chair, et tout ça, c'est leur forme de catégorie extrêmement fine, ça fait moins mal. Voilà, et dernière diapo, je dirais que dans ce cadre comme dans d'autres, eh bien, ce théorème en acte, hein, qui va organiser l'activité de chaque population, eh ben, il renvoie à une cohérence globale de l'activité. C'est exactement ce que dit Francisco Varela, les comportements propres. Canguilhem parle de comportements privilégiés, etc. C'est-à-dire que ce théorème en acte discrimine les situations de jeu vécues comme des moments favorables. Dans l'exemple, ben, quand le ballon ne vient pas trop vite, ou prometteur si c'est quelqu'un qui n'est pas très percutant, pas très violent, pas très physique, qui va renvoyer le ballon vers nous, et celle vécue comme menaçante. Et pour vous donner un dernier exemple, en volleyball, le ballon peut être relié au danger, c'est-à-dire il peut avoir pour le joueur un signifié de le ballon c'est dangereux. Tout ça étant largement implicite, mais pour des raisons différentes. Puisque le théorème en acte, et ça a été dit par de nombreuses personnières, dans les invariants opératoires, il y avait il faut que, on doit, et ça renvoie à des normes, à des attentes liées à des normes, c'est-à-dire à des normes qui renvoient aux bonnes actions opposées aux mauvaises actions. D'accord? Et donc, pour la population 1, le ballon est dangereux, mais parce qu'il peut tomber au sol. Et ça, c'est insupportable. Hein? Quand vous avez des gens qui font ça,
dans l'effort violent, au risque de se percuter, de se faire mal, de taper un poteau et tout, c'est pas parce qu'elles ont peur d'une punition, c'est bien parce que c'est insupportable, et d'ailleurs les gens nous le disent, les gens de cette population nous le disent, c'est pas possible de ne pas toucher la balle. C'est pas possible de ne pas toucher la balle, ça correspond à une incorporation de ce qui est marqué là-bas. La règle 2, quand le ballon est en dehors de votre portée, allez-y quand même et allez le toucher. D'accord ? Et comme par hasard, c'est pas une ode à la performance, nos études d'histoire, petite histoire du volleyball, montrent que les plus grands joueurs mondiaux, hommes et femmes, sont de la population 1. C'est ceux qui apprennent le mieux et le plus. Et donc, la population 1 bénéficie d'une injustice des différents modes de rapport au monde parce que c'est celle qui apprend le plus et qui performe et progresse le mieux, d'où l'accroissement des inégalités contre lesquelles je lutte. Ou alors, le ballon peut être dangereux pour la population 2 qui cherche à bien jouer son rôle parce qu'il est difficile de bien le diriger. Donc, c'est un objet dangereux parce qu'on ne sait jamais trop où il va aller quand on le touche. Et pour la population 9, c'était l'exemple de la douleur, tout simplement, il est dangereux cette fois-ci physiquement parce qu'il fait mal au bras. Et tout ceci renvoie à la nature et à l'intensité des risques de perte et des opportunités de réussite senties. À chacun ses actes, à chacun ses situations vécues comme menaçantes bonnes. À chacun, je vais très vite, les bonnes actions et les mauvaises actions. Donc, une bonne action, ça peut être celle qui me permet de ne pas avoir mal aux mains. Là où l'entraîneur voudrait que la bonne action, ce soit celle qui conclut le point, etc. Chacun a ses informations pertinentes et une information pertinente de ce point de vue-là, selon un principe inactif, c'est un indice recherché, ou c'est tout indice recherché, parce qu'il permet de réduire les incertitudes qui peuvent nuire à l'efficacité de mes actions. Et réciproquement, une information pertinente, c'est tous les indices que je recherche en fonction de mes actions pour augmenter les chances de réussite de mes actions. Donc, c'est indissociable de la question du risque. Mais il n'y a pas de risque indépendant d'un mode de vie. Le risque de se faire mal n'existe pas pour la population 1. C'est rien ça. Ils peuvent se blesser, ils disent non, mais quand je joue, je ne fais pas attention à la douleur. Ouais, je me suis fait mal, non, mais ce n'est pas important ça. Attention, ils nous disent ça avec des mots différents, qu'ils aient 11 ans et qu'ils soient débutants, qu'ils aient 28 ans et qu'ils soient le meilleur joueur du monde, puisqu'on a eu l'opportunité de travailler sur des joueurs du plus haut niveau mondial. Et enfin, les régulations tactiques, les recherches de solutions, en tant que moyen d'action efficace et en tant qu'évitement des moyens inefficaces. Et je termine là-dessus. Les contenus des 4 composantes 1, 2, 3, 4 que vous avez à l'écran sont bien évidemment très différents, parfois opposés d'une population à l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont absolument spécifiques de chaque population. Voilà, je vais en rester là. Je vais en rester là en m'excusant d'avoir été trop long pour qu'on puisse échanger, pour laisser la place à mes chers collègues. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Michel Récopé, pour votre exposé vachement intéressant. Je voudrais commencer ce moment d'échange par la question qui a posé professeur Georges. Il dit ces 10 théorèmes en acte pourraient bel et bien servir dans d'autres contextes humains d'activité. À ce moment-là, est-ce qu'il serait encore des théorèmes en acte après cette transposition contextuelle? C'est une très bonne question. Alors, bien sûr, j'ai
j'ai embarqué violemment, entre guillemets, des tas d'étudiants pendant des années pour essayer d'aller identifier des populations de footballeurs. Et il y a actuellement un travail remarquable qui se fait en thèse dans un club professionnel de Ligue 1 en France, qui va donner lieu à une thèse qui est absolument remarquable sur le rapport, et Georges en parlait aussi, rapport entre prescription du coach qui est respectée par tous les joueurs et activité des joueurs qui ne respectent pas les prescriptions, mais ne les mettent pas à l'œuvre vu leurs schèmes, leurs attentes, leurs théorèmes en acte qui organisent fondamentalement leur activité. Donc, pour revenir, hommage à ce qu'avait dit Georges, mais j'ai retrouvé beaucoup de choses et beaucoup de collègues, sauf que je radicalise, me semble-t-il, cette approche grâce à la phénoménologie, l'énaction et le pragmatisme. Donc, moi, je ne fais que prendre un train en marche, hein, c'est évident. Et oui, je pense que dans de nombreux cas, on pourrait avoir, alors il faudrait vérifier, mais des discriminations de catégories d'élèves, de formés, de travailleurs. Il y a des gens qui travaillent chez Airbus à Toulouse autour de cette question chez les peintres, comment dire, avec des gens qui ont honte de leur métier, des gens qui, au contraire, pensent que peindre, c'est le plus important parce que c'est le premier garant de la légèreté et de la sécurité d'un avion pour de très nombreuses raisons. Voilà. Et donc, on retrouverait des choses identiques entre la peur d'être ridicule dans certains cas, la peur de la douleur, l'amusement. Je dirais simplement pour terminer que la première population qui n'est pas sanctifiée, hein, mais j'ai appelé ça population 1, c'est les populations dont la norme d'activité, c'est-à-dire le théorème en acte qui impose de manière normative certaines interactions avec le monde au cours d'un match, cette population 1, elle renvoie à la spécificité et aux enjeux culturels de la pratique socioculturelle en question. Et de ce point de vue-là, le football n'a pas grand-chose à voir avec le volleyball. C'est-à-dire que le théorème en acte qui correspond à la spécificité absolue du football en tant que pratique culturelle humaine, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le football, qu'on dévalorise ou pas le sport, ce n'est pas mon problème. Tout ça, c'est des pratiques culturelles dans l'histoire de l'humanité. Cette spécificité-là, elle est caractéristique de ce qu'on a appelé par convention la population 1. Ce qui est terrible, c'est que les gens de la population 1 sont normalisés au plan culturel. Parfois, on me le reproche, mais moi, j'y suis pour rien. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont incorporé les normes culturelles. Ce sont, si vous me permettez, dans le contexte politique français actuellement, des soumis aux normes culturelles. Et comme par hasard, c'est dans une classe d'élèves de 11 ans, dans un club de volley-ball où les gens ont 14 ans, dans l'équipe de France, l'équipe internationale de professionnels, les meilleurs sont les gens qui sont de la population 1. Et je termine juste pour dire que quand j'ai étudié l'équipe de France sérieusement, lourdement, dans les années 2005, sur 12 joueurs en équipe de France, 12 professionnels de très haut niveau, il n'y avait que 2 personnes qui étaient de la population 1. Tous les autres étaient de la population 2. Pour eux, jouer au volleyball, sans même qu'ils en soient très conscients, c'était bien tenir son poste, son rôle, faire ce qu'on te demande de faire, comme un contrat social. Alors que la population 1, qui correspond aux joueurs, y compris dans ce cadre de l'équipe de France, ceux qui ont eu les meilleurs résultats, les meilleurs contrats, qui ont gagné le plus d'argent, le plus de titres, étaient population 1. Et eux, les rôles ne sont pas premiers. Ils vont aller jouer des balles, même si ce n'est pas à eux de les jouer, ils vont percuter des joueurs, mais au final, ça augmente la performance collective. Voilà, j'espère que j'ai répondu oui, mais la population 1 réclame une étude très précise des enjeux d'activités pratiques qui sont magnifiés par telle culture.
ou par telle société, hein, ou par telle chaîne de radio. Vous avez en France une radio qui s'appelle Radio Monte Carlo Talk machin. La spécificité culturelle de cette radio, et elle marche plutôt bien, cette radio, en termes d'auditeurs, c'est vous mettez des gens qui s'engueulent, qui exagèrent sur des sujets d'actualité de base, j'ai envie de dire même basiques, et vous excitez les gens pour aider les auditeurs à s'intéresser, à appeler, à critiquer, etc. Et je dirais allez, on va dire de 9 heures du matin jusqu'à minuit, la radio est focalisée sur ce concept industriel ou commercial là, qui n'est pas Radio Vatican, ni France Info, ni France Culture. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci beaucoup. Merci, Michel. professeur. Appelez-moi Michel, je vous en supplie. Merci, Michel. Merci, je préfère. Merci beaucoup. Je voudrais Donc, passer la parole à mes collègues, hein, éventuellement. Mm. Je sais pas. Oui, vous voudrez passer la parole à votre collègue, c'est ça? Ben, je sais qu'il y a des collègues qui attendent de s'exprimer, je crois, et voilà, je pense. Et puis, ils sont très polis. Mm. Donc, Donc, je ne sais pas, comme vous voulez, il y avait Jeanne qui avait sans doute des choses à dire, Nadja et puis bien d'autres. Ah bah, si je peux me permettre, j'ai une connexion. Vous m'entendez? Internet oui. instable de temps en temps. Bah, écoutez, pour l'instant, je ne mets pas la vidéo, j'ose pas parce que ça a été coupé. 2 mots qui me paraissent fondamentaux dans ce que tu as dit, Michel, et c'est vraiment très brillant ce que tu as fait, c'est superbe. Quand on pense à l'avenir à donner, si, bon, alors je ne vais pas dire brillant parce que tu es quelqu'un de modeste, je le sais. Mais tu vois, ça, ce sont des portes ouvertes à ce qui est important, enfin, de colloque, c'est de réfléchir à ce qu'on pourrait apporter en perspective à Gérard pour la suite. Alors, 2 mots, culturel, collectif et inégalité. Je retiens ça dans ce que tu as dit. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Je fais des choix, ce n'est pas forcément les mêmes. Il y a une chose que je voudrais reprendre, c'est sans doute une position que m'avait évoquée Régis Gras, que vous connaissez peut-être, hein, tous, qui a travaillé beaucoup sur les analyses statistiques applicatives, et qui m'avait posé une question l'année dernière intéressante sur l'hypothèse d'une question piagétienne qui était issue des définitions théoriques de l'équilibration, c'est-à-dire qui était constituée de stades, de discontinuités, etc. Avec les analyses statistiques sur lesquelles malheureusement je ne peux pas en parler beaucoup aujourd'hui, eh bien on trouvait des filiations, des ruptures, d'organisation du sujet et des contrôles qui étaient liés non pas uniquement aux seuls stades, étapes du développement par stade de Piaget, mais bien celles qui étaient accordées aux structures mentales. Structure mentale, autre mot phare que je voudrais évidemment faire émerger ici, si vous me le permettez. Et puis la question qu'on se posait tous deux, c'est comment un individu, du coup, va intérioriser les règles du collectif, et là, dans tes exemples, ils sont absolument importants, quand il apprend. Et donc, effectivement, il y a quelque chose de très enchevêtré. Et pour terminer, ce qui m'intéresse beaucoup, je me suis replongée dans les lectures d'Edgar Morin sur la notion de complexité. Je trouve qu'il y a une porte ouverte comme il y a plusieurs sortes de complexité, une sorte de trou dans cette notion de confusion, de difficulté. Donc je dis la complexité, mais je pourrais dire les complexités par commodité, mais il y a des complexités qui sont liées au désordre. Il y a des complexités qui sont liées à des contradictions logiques. Donc on peut dire, et tu me diras si tu es d'accord, que ce qui est complexe, ça relève d'une part
du monde empirique, de l'incertitude, de la capacité de formuler quelque chose, de concevoir une espèce d'ordre absolu, mais il y a aussi quelque chose qui nous permet d'identifier les filiations et les ruptures qu'on retrouve dans l'organisation des schèmes. Alors, Edgar Morin parlait de la pensée complexe comme un mélange d'ordre et de désordre. Il y a quelque chose, peut-être, je pose la question à tout le monde, hein, qui va de concert sans doute avec la dynamique du schème, des états possibles d'un système, de qui peut être des filiations dans les différents schèmes, qu'ils soient collectifs, culturels, qui soient divers, qui soient organisés, hétérogènes, peut-être interdépendants, peut-être antagonistes, peut-être paradoxal. Quelque chose, à mon avis, qui suivrait, pas des modèles, mais qui peut faire apparaître dans les objets d'investigation futurs la présence ou l'absence de plusieurs systèmes. Peut-être que je suis un peu trop rapide, mais je pense que c'est un terrain propice à l'observation des dimensions cachées, cette notion de schème, sur ces complexités du fonctionnement de l'esprit, dans les dimensions cachées. Il y a des exemples, ils sont très forts. Il y en a eu d'autres aussi pendant ce colloque, c'est-à-dire les dimensions cachées du comportement d'organisation du sujet. Ça, c'est quelque chose que Gérard avait porté à notre attention. Et dernier mot, créatif. Le schème est créatif. Et oui, il est créatif puisqu'il est profondément culturel aussi. Et ça, je pense que derrière tes propos, Michel, et je te remercie, il y a une avancée majeure scientifique. Merci. Non, je récuse ça. Je pense que quand on voit ce qu'écrivait Gabriel Revaud-Dallon en 1914, avant la guerre, publié avant la guerre, et ce que dit Gérard Vergniaud, par exemple, en 1985, il y a des choses. Après, il faut, comme je disais, sans se prendre au sérieux, prenons au sérieux les bonnes idées, essayons de les faire se rencontrer plutôt que de les opposer. Oui. C'est-à-dire que la pensée complexe, c'est aussi, à mon avis, aller chercher dans des écoles de pensée ce qui est commun à Canguilhem, à la phénoménologie, à l'énaction, à Léontiev, à l'école russe et notamment pour moi à Léontiev sur l'objet de l'activité. Et j'en oublie parce qu'il y a Maurice Pradine avec ce qu'il appelle tendance vers, etc., etc. Il y a Spinoza avec ce qu'il appelle les affects objectaux. Et tout ça, ça pourrait permettre de relier des choses. Et j'avais une dernière diapo disant qu'on ne peut pas former si on n'a pas compris la cohérence absolue de chaque élève. Aucun élève n'est un taré. J'exagère à peine, le taré, c'est le prof qui croit qu'il a affaire à des tarés. C'est le prof impuissant qui ne cherche pas. Celui qui n'arrive pas, c'est autre chose. Mais celui qui ne cherche pas à comprendre la cohérence de l'élève et d'aller au bout, radicaliser cette cohérence. Donc, nous, quelque part, par rapport à ce que tu dis, et je termine ma phrase simplement, une fois qu'on a repéré ces 10 catégories, parce que j'ai enseigné le volleyball pendant longtemps, j'y ai joué, entraîné, enseigné à l'université, théorisé, fait ma thèse de psycho là-dessus, et maintenant les recherches et tout. Maintenant, on essaie de comprendre, de diagnostiquer, je dis bien diagnostiquer le théorème en acte majeur qui organise l'activité pour voir comment on peut le mettre en contradiction. Et on arrive de mieux en mieux à provoquer, écoute-moi bien, un développement local de l'activité volleyball, de l'activité dans la pratique volleyball, ce qui est le contraire du développement général du raisonnement de Piaget. Développement local de l'activité dans un domaine de pratique. C'est le contraire du développement des structures générales du raisonnement, de l'intelligence ou du logico-mathématique. C'est le contraire. Mais il y a des structures. Je pense qu'on n'était pas éloigné.
Absolument, absolument. Oui, c'est bien comme ça. Et il y a des structures locales. Alors, C'est ce- excuse-moi, Michel, mais je viens d'avoir un mot sur le chat. J'adresse mes excuses à Leonardo pour la traduction. On parle un petit peu trop vite. Ah oui, Oui. oui, oui, Désolée. bien sûr, Il y bien a sûr. quelqu'un qui a demandé à parler, c'est Nadja, je crois, avec une main levée. Ou Georges? Oui, c'est Effectivement. moi. S'il n'y a pas d'autres personnes, donc j'aimerais bien quand même. Euh, il y a quelque chose, donc je suis enchantée avec les débats de ces 2 journées et des rencontres et des découvertes. Parfois des intersections des pensées et des découvertes aussi avec des nouvelles manières de présenter les choses. Et Michel, en t'entendant parler, et j'ai pensé aussi à la présentation parce que j'étais un peu absente dans certaines tables rondes de Gabriel, quand il a présenté, Gabriel a présenté un schéma, donc ce mot-là qui est pour les Brésiliens a le même signifiant pour signifier 2 choses, le schème. Donc, je dis ça aussi pour les débutants parce que ça provoque beaucoup d'ambiguïté. Mais ce qui m'intéresse et qui est vraiment une préoccupation pour moi, c'est cette question de l'individu et du collectif, de l'interaction. Et à un moment donné, Michel, tu as dit, et j'aimerais bien savoir si j'ai bien compris, dans le schéma de Gabriel, il y avait un schéma qu'il y avait, je crois que c'était le subjectif, et que j'aimerais bien ce schéma, le subjectif et le social. Culturel. Culturel. Culturel, exactement. Et là, Michel, tu as dit à peu près quelque chose comme si, alors je demande si j'ai bien compris, comme si Gérard était, alors tu n'as pas utilisé le mot trop, mais cognitiviste. Donc, je ne sais pas si l'idée, elle était là, je ne sais pas si c'était le trop, mais il était cognitiviste par rapport à cette notion du schème. Est-ce que j'ai bien compris ou qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Parce que c'est mon inquiétude quand j'ai commencé ma thèse avec Gérard, c'est je dis, et alors, il est où le culturel? Et donc, comme je crois qu'une des idées de Gérard, ce n'était pas que sa pensée soit figée, mais qu'elle puisse servir de base exactement à, je dirais, des nouvelles branches, des continuités, des ruptures. Voilà, donc c'est cette question que je voulais te poser pour essayer de mieux comprendre ta pensée. Oui, alors bien sûr, c'est très, très difficile. Bon, d'abord, dans l'hommage à Gérard Vergniaud, c'est que, et ça n'a pas plu à des proches à lui, qui m'ont même d'ailleurs, je pense, comment dirais-je, refusé un article dans une revue qui fait un hommage à Gérard Vergniaud, le bulletin de psychologie, ça a été une grosse blessure, en me disant Gérard Vergniaud n'aimait pas l'énaction, etc. Dès 1997, j'ai publié dans Psychologie française un article sur le constructivisme inactif. Et je peux vous dire qu'en 1997, j'étais plus que flottant. Et depuis, ça a fait son chemin. Et puis, mon HDR était un peu là-dessus, enfin, même là-dessus. Et Gérard Vergniaud, il a quand même été membre de la commission du CRS qui a recruté Francisco Varela en France. Et Francisco Varela devait échanger avec Gérard lors de ma thèse. Et le soir de ma thèse, quand je suis arrivé pour la thèse, Gérard m'a dit « J'ai une très mauvaise nouvelle, Francisco Varela est hospitalisé. » Et Francisco Varela ne s'est pas remis de cette hépatite qu'il a emportée juste après 5 ans, ce qui a été terrible. Donc, Gérard, pour moi, et je le dis avec beaucoup de respect, vraiment, mais le respect, c'est aussi l'exigence. Gérard est un militant de la psychologie qui risque de se fermer sur elle-même. Et donc, il fait partie d'une génération, malheureusement, d'abord qui honore Piaget, parce qu'il a été marqué par le maître et par son marketing. D'accord ? Là aussi, on a eu
toujours respectueusement, on a eu des désaccords profonds. Et en fait, Gérard a fait du Piaget, mais spécifique dans des champs conceptuels. Mais ça a resté, à mon avis, trop lié au développement, tu vois, des conceptions du volume monodimensionnel, bidimensionnel. Et il oublie cette dimension qui fait, moi, le cœur de mes recherches, j'en ai pas parlé là, le sensible. Pour moi, l'humain, enfin tout être vivant, est d'abord et avant tout un être sensible qui a un mode de vie. Les cultures sont avant tout des discriminations entre des bonnes pratiques. Donc, allez, on y va. Dans la bonne pratique islamiste, les femmes doivent être voilées, elles portent un burkini, elles ne doivent pas manger. Ça, c'est les bonnes pratiques. Et les mauvaises pratiques, c'est autre chose. Pour moi, une culture, c'est un ensemble de normes culturelles au sens où il y a des bonnes pratiques et les pratiques opposées. Si la femme a le visage découvert, si elle est habillée là, c'est mauvais. Donc, voilà, c'est ça. Et ça, je pense que ça… Et je ne peux pas lui en vouloir. Dans l'ambiance piagétienne, il faut remettre les choses dans les perspectives historiques. C'était une révolution avec d'autres de dire que non, les structures générales de la pensée, du raisonnement, ce n'est pas aussi fort. Et Gérard m'a toujours dit que Piaget n'avait pas compris sa thèse, qui portait sur la résolution de problèmes. Et donc, voilà, Gérard est très cognitif. Alors maintenant, cognitiviste, c'est autre chose. Pour moi, cognitiviste, je le prends au sens de Francisco Varela ou de James Gibson. Le cognitivisme, c'est la comparaison de l'homme et du cerveau de l'homme avec l'unité centrale d'un ordinateur. Et Gérard n'était pas cognitiviste. Pourquoi? Parce qu'il dit, il était d'accord avec les règles, mais il disait, si on enseigne une règle, mais que l'individu n'a pas construit les invariants opératoires, ça ne peut pas marcher. Et donc, ma dernière diapo, c'était un expert, quel que soit le domaine, c'est quelqu'un qui a construit des catégories très nombreuses, très discriminantes et très spécifiques dans son domaine. OK? Mais il n'en sait rien. Qu'il soit expert judiciaire, sportif, enquêteur, pilote d'avion, etc. Il ne sait pas le centième des relations et des catégories qu'il a construites, d'où l'idée de trucs largement implicites, c'est remarquable chez Gérard. Et ça, Gérard y croyait. Alors en revanche, Gérard croit qu'il existe un monde réel. Et moi, c'est pas possible. Comme quand Gabriel parlait de la couleur, je me suis amusé avec les étudiants à chercher des choses. Et ben, le même spectacle, la même photo approximée par des scientifiques de niveau international sur la vision. D'ailleurs, le travail de Francisco Varela portait sur la vision des couleurs. Hein. Le travail scientifique de Varela, je crois que c'est Paris 7, je ne suis pas sûr, mais on est allé le voir. C'est un laboratoire où ça sentait mauvais parce qu'il y avait des pigeons, des rats, et il étudiait leurs interactions visuelles et la couleur. Bref, la couleur n'est pas la même. Et Georges a dit des choses merveilleuses. Et ce qu'on peut rajouter grâce à lui et grâce à Francisco Varela, c'est que les matrices des couleurs ne sont pas les mêmes chez le taureau. Il y avait quoi? Il y avait la grenouille, la guêpe, la mouette, le singe et l'être humain. Et il y a eu des comparaisons. Et ce qui veut dire que le monde est un monde relationnel. Et Gérard ne pouvait pas accepter ça, peut-être, parce qu'il était mathématicien, et que les mathématiciens posent une référence vraie. Un carré, ça a deux côtés égaux 2 à 2, 4 angles droits, j'espère que je ne dis pas de bêtises, 1 plus 1 égale 2, telle manière d'écrire, ça veut dire telle chose et pas telle autre, alors que dans la vie humaine, dans les mathématiques quotidiennes au Brésil, dans
chacun joue sur des formes d'interaction et construit son monde. Le monde des mathématiques, alors Janine Rogalski n'était pas d'accord et tout, mais le monde des mathématiques pose une référence vraie. Dans la vie quotidienne, et rares sont les domaines de connaissances qui posent une vérité vraie, à part la religion. OK ? Et voilà, bon, je termine là-dessus. Sinon, on est dans des modalités d'interaction avec autrui au sein d'un contexte social et culturel. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Donc, Gérard avait une contamination piagétienne et une contamination de l'époque. Nous aurions été à son époque, nous aurions eu la même contamination. Rares sont les gens qui ont pu échapper à la contamination. Gabriel, Merci beaucoup, Michel. passer la parole à Georges qui l'a demandé. Oui, j'ai vu, sur le chat. Georges, si vous voulez bien, la parole est à vous. Merci bien. Je viens justement au sujet de ces contaminations, Michel. Et je voudrais te demander un dernier mot, justement, sur cette dichotomie qu'on essaye de contourner, mais la dichotomie externe-interne. Est-ce que, d'un point de vue qui essaye vraiment de dépasser les cognitivismes, est-ce qu'il y a un sens de parler d'un individu qui se met en rapport avec une situation, tu vois? Quand il y a des gens qui disent que, comme par exemple Vygotsky, que dans des contextes d'une activité, l'externe est interne et l'interne est Absolument. externe. C'est exactement Alors, je voudrais te demander un petit mot sur ce sujet. À 100%, j'ai cherché pendant des mois une phrase sublime autour de ça et je ne l'ai pas trouvée, comme souvent. Mais c'est exact. Alors, c'était, mais comme je ne peux pas la citer puisque je n'ai pas la citation, c'est, alors bien sûr, je ne me rappelle plus trop, mais l'intérieur est un extérieur intériorisé et l'extérieur est un intérieur projeté. Et j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé, je suis sûr d'avoir lu quelque chose comme ça. Pour moi, la dichotomie interne-externe, ça a donné lieu à un numéro de la revue Intellectica. C'est, désolé, une mauvaise façon de poser le problème parce que ça ne peut être qu'une ontologie relationnelle. Et quand tu as parlé d'ontologie dans ta conférence d'ouverture, j'étais ravi parce qu'enfin, en tout cas, moi, j'y mettais de ça. L'ontologie, c'est ce qui est premier avant tout, c'est quelle conception de l'être, quelle conception du monde, quelle conception du rapport de l'être et du monde. Et l'être, ça peut être un chapeau, ça peut être un chat, ça peut être un humain. Et, voilà. Et donc, pour moi, c'est fondamentalement l'approche inactive, l'approche phénoménologique et relationnelle. Et ce qui est terrible avec Gérard Vergniaud, et je te dis, ça m'a valu ce refus, alors que c'est pour moi un affront terrible, je ne m'en remets pas. Pour moi, Vergniaud, si je te donne ma pensée, qui n'est pas une vérité, c'est que Gérard Vergniaud, à ce jour, avec quelqu'un qui s'appelle Jacques Theroux, dans mon champ culturel, propose une merveilleuse opérationnalisation des thèses inactives et phénoménologiques qui, en tant que philosophie, ne donne que des exemples vagues. Alors que Vergniaud permet une approche ethnographique, psycho-ethnographique, ethnographique psychologique, peu importe. Moi, je me fous des disciplines. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le racisme disciplinaire, c'est la pertinence des choses. Et donc, peu importe, Vergniaud fournit, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres, j'ai regardé Pasquale Léon, mais fournit de manière opérationnelle les meilleurs moyens. D'ailleurs, une fois, je lui avais fait la plaisanterie du Petit Prince, s'il te plaît, dessine-moi un mouton. Et je lui avais dit, Gérard, tu es mieux que Saint-Exupéry, tu nous as dessiné un schème. C'est-à-dire, même Revaud d'Allonne parlait de schème remarquablement, mais jamais il y avait cette systématique des composantes où chez Gérard,
Il y a tout. J'ai tapé sur le schème avec un lance-flamme russe, avec des marteaux. Le schème résiste. Je ne voulais pas rentrer en religion. Et donc, véritablement, le schème chez Gérard Vergniaud, ou plus exactement le couple indissociable, mon schème, les classes de situation qu'il assimile, ça c'est pour moi. Pour quelqu'un d'autre, ce sera un autre schème avec une autre classe de situation. C'est le meilleur moyen philosophique, ontologique, de rendre compte d'une ontologie relationnelle de l'énaction et de cette, comment dirais-je, de ce rejet de la dichotomie interne-interne, comme on doit rejeter la dichotomie régularité-singularité des actes. Il y a eu en 2000 la singularité de l'action. En 2004, il y a eu un livre qui s'appelait La régularité de l'action. Et en réalité, les deux marchent sur une seule jambe. Quand tu as deux jambes et que tu marches bien, tu es sur la régularité n'est pas incompatible avec la singularité. D'ailleurs, ce qui est régulier, c'est ce qui n'est pas singulier. Ce qui est singulier, c'est ce qui n'est pas régulier. C'est indissociable. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on est d'accord absolument. Merci beaucoup, Michel. Merci. Mais non, merci à toi pour l'échange. Merci Michel, merci pour cette intervention, comme dit Jeanne, au chat magistral. Et bon, on est des artisans. Moi, Nous sommes des je peux poser artisans. une question? Mais je ne peux pas faire des compliments trop poussés, sinon Michel, il va éteindre le Zoom. Nous sommes des artisans. Non, je crois vraiment. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr, la parole est à vous. Merci. Oh, merci Michel. J'ai adoré ta présentation. Je me souviens beaucoup de mes échanges avec Gérard. Il n'aimait pas mes lectures de Spinoza. Il n'aimait pas mes lectures de Varela et Maturana. J'ai beaucoup travaillé. J'ai essayé de proposer une didactique basée sur les idées de Maturana. Ce que j'ai appelé une didactique émotionnelle. Et je me suis arrêtée. Je ne sais pas pourquoi. Et tout m'a fait souvenir que peut-être je n'ai pas dû m'arrêter. Je travaille dans les domaines de la didactique des maths et de la physique. Je trouve très important les côtés pragmatiques de l'ouvrage de Gérard. Et je trouve aussi qu'il était spinozien, même s'il ne l'acceptait pas. Mais je te pose une question maintenant. Et malheureusement, Maturana et Varela et Gérard, tous les trois sont morts. Ce que j'ai pensé quand tu parlais est, sera que les méthodes que nous avons maintenant, moi comme chercheuse, j'essaie beaucoup comme toi d'identifier les invariants opératoires, mais je trouve que si je regarde les méthodes, par exemple, des neurosciences, je trouve qu'on est faible, que nous sommes faibles. Qu'est-ce que tu peux me dire autour? Je ne sais pas, peut-être nous ne sommes pas faibles, mais... Non, nous sommes considérés comme faibles. Considérés comme faibles. Et j'ai parlé de ça avec Georges hier, un peu. J'ai essayé de dire ça. Qu'est-ce que tu penses de notre méthodologie pour identifier les invariants, pour identifier les théorèmes ENAC, même si je me trouve que je suis très rigoureuse parce que j'ai l'héritage de
de la méthode de Piaget. Tous mes directeurs de recherche ont été piagetiens. Et ça veut dire qu'on connaît bien comment faire les choses, mais tu n'as pas cette idée de faiblesse. Je ne sais pas, excusez-moi si je n'ai bien parlé. Non, non, bien sûr. Alors, moi, je suis un radical, pas un radicalisé religieux, mais un radical épistémologique, ontologique. Il n'y a pas de science exacte. C'est catastrophique de parler de sciences. Il n'y a que des sciences humaines, les mathématiques sont humaines, la physique est humaine, c'est la physique de l'humain. Donc là-dessus, je suis très bachelardien, avec la phénoménotechnique ou phénoménotechnologie. On pose les questions qui sont aussi culturelles. Il y a des questions qu'on ne se pose pas, que ce soit au plan médical, que ce soit au plan physique. Et puis, à un moment donné, on se les pose parce que ça arrange des gens pour l'argent, pour la maladie, pour la lutte contre tel ou tel fléau. Bon, ça, c'est une première chose. Il n'y a que des sciences humaines. Donc, s'il n'y a pas de sciences exactes, ensuite, ce n'est qu'une question de valorisation culturelle et sociale. Et dans un pays où Descartes a régné en maître, et continue à régner en maître, où Napoléon règne aussi en maître dans la formation scolaire, tant que tu n'as pas des preuves matérielles, comme ils disent, Alain Berthoz dit qu'il faut des preuves matérielles, mais quand ils étudient le cerveau et qu'ils te montrent une zone qui est là, il y a des milliards de neurones. On est dans la forêt, j'espère qu'elle va rester, on est dans la forêt amazonienne. On ne sait pas où on est vraiment dans la forêt amazonienne. Mais ça marche parce qu'il y a une technologie, une valorisation culturelle. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on a essayé de faire, mais l'année de ma retraite, dans 40 ans, on a imposé à une grosse revue d'ergonomie quantitative une étude qualitative. Ils nous ont demandé des chiffres, des statistiques, et on a dit non, parce que dans un match de volley-ball, des fois, tu laisses passer, on dit tu laisses filer un set, tu acceptes de perdre le premier pour voir. Donc, si tu as des chiffres très, comment dirais-je, très rigoureux, mais ils peuvent renvoyer à des intentions du coach, des joueurs, à des stratégies, et ça masque absolument, enfin, ça détruit la pertinence quantitative. Et avec des arguments, on a essayé de leur montrer en expliquant pourquoi on observait telle régularité comportementale dans telle circonstance du jeu, que dans à peu près 3/4 des cas, la personne faisait la même chose, que quand on faisait, pas au téléphone, quand on faisait un entretien, on avait les mêmes mots, enfin les mêmes signifiés par des signifiants différents. Oui. Il y en a un qui te dit « Oh, c'est pas grave ça », et puis il s'est fait mal, mais lui, il a pas mal, alors qu'il a encore une blessure, ou une marque du poteau, ou qu'il est rouge, ou qu'il a un peu de sang. Les autres vont dire « Moi, quand je joue, je ne fais pas attention à la douleur ». En termes de signifier, c'est la même chose. Mais les mots utilisés, les vecteurs signifiants utilisés sont différents. Et voilà, en montrant ça, on a réussi. Et c'est ça. Moi, je dirais que pour que notre école de pensée, qui n'est pas doctrinaire, qui est ouverte à plein de domaines et à d'autres disciplines, ait plus d'écho, il aurait fallu que Gérard publie beaucoup plus en anglais, premièrement. Et deuxièmement, il faut que nous publions dans des revues internationales. Et moi, c'est déjà tellement dur de parler en français que payer quelqu'un, je ne sais combien de milliers d'euros, qui n'est pas vraiment un grand spécialiste pour publier en anglais, c'est un double obstacle, un triple obstacle, c'est la triple peine, quoi. Comme les enfants des classes sociales défavorisées face à l'orthodoxie scolaire. Donc, voilà, moi j'ai envie de dire, il faut continuer à valoriser nos méthodes. Pour moi, c'est rechercher des régularités de toute nature. Tu sais, Gibson disait que Gibson, qui était anticognitiviste, est finalement très proche de la phénoménologie, contrairement à ce qu'on peut penser, avec l'affordance bien comprise,
disait qu'il y a toujours plus d'indices qu'on ne croit. Et il disait par exemple que si j'approche un objet là, si j'approche un objet qui ne bouge pas, j'ai énormément d'indices perceptifs parce que la vitesse à laquelle j'approche l'objet et la vitesse du flux sur la rétine est une loi invariante qu'on ne connaît pas, mais qui est utilisée par les mouettes pour plonger dans l'eau sans se scratcher, qui est utilisée par nous pour prendre un objet qui arrive à grande vitesse, etc. Et il y a toujours plus de régularité, plus fine qu'on croit. Et par exemple, on retrouve déjà chez Revaud-Dallon des régularités sensorielles chez l'ostéopathe, des régularités du bruit d'un moteur chez un mécanicien. 1914, les chaînes du mécanicien. Et il commençait à nous donner ce qui allait être les bruits spécifiques, reconnaissables régulièrement pour dire c'est un problème de, je sais pas, de culasse. Ça, c'est la vieille mécanique. Maintenant, c'est tout électronique apparemment. C'est un problème de culasse, de démarreur, de bielle. Et moi, j'avais des oncles mécaniciens qui étaient reconnus pour leur capacité. C'est quoi? C'est passer du symptôme au diagnostic. Le symptôme, c'est le bruit, mais tel bruit renvoie à tel diagnostic. C'est vrai pour les professeurs, enfin pour les professeurs, ce n'est pas du bruit, c'est production d'élèves. Pour le mécanicien, c'est des bruits. Pour l'ostéopathe, c'est des tensions musculaires à certains endroits. Donc moi, je crois qu'il faut, à un moment, c'est ce que disait Canguilhem, garder la tête haute, sachant que dans l'univers scientifique orthodoxe, la mode purement de l'ordre d'une représentation sociale et culturelle est une neuroscience et à la preuve matérielle. Mais quand on regarde la preuve matérielle, elle est ridicule. Berthoz rend hommage à Merleau-Ponty et à Spinoza. Mais par contre, quand il expertise des articles, il faut que ce soit des preuves, comme il dit, matérielles. Damasio rend hommage, comme ça a été dit, Damasio, ça a été le plus grand. Il y a longtemps, par hasard, j'avais appris que ce monsieur Damasio, qui est devenu une star, c'était le meilleur chirurgien, neurochirurgien aux États-Unis. Et ça m'avait surpris parce que son nom était, il y a 40 ans, son nom n'est pas américain, Antonio Damasio. Et on disait, c'est le plus grand. Et oui, mais si tu veux ça, je disais, ouais, mais c'est comme Francisco Varela, si tu veux, il vit aux États-Unis, mais il est fondamentalement d'une culture. Voilà, je n'oppose pas les cultures, mais pour moi, et voilà, il n'est pas United States of America. Il est latin. Voilà, il est complètement latin, je ne sais pas, mais il est aussi sud-américain ou d'Amérique centrale. Par contre, Di Paolo, qui est un des grands successeurs de Francisco Varela, il est argentin. Et Maturana et Varela étaient chiliens. Et voilà, donc, tu sais que Francisco Varela, il a mis 20 ans à se voir publié dans des revues scientifiques. Et il est mort au moment où il commençait à partir comme ça. Oui, je sais. Il dit, dans sa biographie, El Fenomeno della Vida, il dit que pendant 20 ans, il a été refusé par les revues américaines. Il n'a pas lâché. Il faut garder la tête haute et faire candidature à bouleverser les représentations, les appréciations socio-culturelles. Je te remercie et je te remercie beaucoup par toutes les choses que tu as dit et c'est ça que je voulais et entendre les choses de toi. Merci. Merci beaucoup. Non, tu vois, c'est une même longueur d'onde, c'est un même panorama. J'aurais pu dire l'inverse. C'est une communauté, c'est très important de faire une communauté, de soutenir une communauté. Merci, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous, sincèrement. Merci à vous deux. Je passe la parole au professeur Jean-Claude Régnier pour une dernière considération avant que je passe la parole à la commission organisatrice. Merci. Bon,
merci. Bon, j'ai suivi avec attention voilà, ce que Michel a développé. Je n'ai pas tout suivi, je n'ai pas tout compris, parce que bon, ça touche à beaucoup de domaines, mais je vais simplement, disons, pointer deux choses qui pourraient être l'objet sans doute d'un débat, mais qu'on ne va pas faire aujourd'hui parce que c'est la conclusion. Michel, à un moment donné, tu vois, tu m'as dit, voilà, quand les gars ils disent, moi quand je joue, je sens rien. Et tu as dit, ça, c'est insignifié. Pour moi, c'est insignifiant. Ce n'est pas insignifié. Tu n'es pas sûr que si moi je dis, quand je joue, je ne sens rien, c'est le même signifié. C'est le même signifiant qu'on partage. Du type, ah ben moi, j'encaisse les coups. Bon, tu es un sportif bien, dans ton histoire. Moi, je suis judoka, donc je sais aussi ce que c'est que les coups. Et enfin, j'étais, parce que maintenant, dans ma version 7.2, je ne suis plus sur le tapis. Mais voilà, moi, tu vois, quand tu l'as dit, ça m'a interpellé. Je me dis, ça, c'est plutôt insignifiant. Et je ne suis pas sûr que ça veut dire la même chose. Le ressenti de la douleur, tu vois, je ne sais pas. Mais je n'ai pas de réponse. Hein, tu es d'accord? Non. Alors, autre chose aussi, parce que tu as Je peux répondre. Attends, je vais te dire deux choses et c'est tout. Hein. Bien, tu coupes. On est là-dessus. Alors, vas-y. Je dis après. Vas-y. Moi, je fais partie des gens qui se méfient du langage, donc du signifié, notamment, par exemple, en France, quand on dit que l'école républicaine doit réduire les inégalités socio-culturelles. Les études de PISA et autres montrent que ça ne fait qu'accroître et on est avant-dernier, bon, passons, dans les pays de l'OCDE. Donc, je me méfie énormément de ça. Et quand je parle de signifier, ça peut passer par l'usage, ça peut passer par l'usage de signifiants, mais c'est ressenti par la personne. Et quand le gars me dit, moi quand je joue, je ne fais pas attention à la douleur, je dis, là on est véritablement dans les contenus de signification. Il y a un contenu, mais moi si je te dis, c'est trop salé. Moi, quand cette soupe, elle est trop salée, comment on va pouvoir faire un lien? Ça, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, tu vois. C'est-à-dire qu'en dehors des signifiants langagiers, on n'arrive pas. Alors, si, on peut faire une grimace. On dit, ah, pff. Donc, on comprend que c'est trop salé, tu vois. Parce que, bon, je m'intéresse beaucoup à la cuisine. Comment tu fais partager, tu vois, les odeurs, les goûts, c'est incroyable. On n'a pas d'autre chose que les mots. Hein, des signifiants langagiers comme ça sous cette forme de mots, et on est drôlement limite. Enfin, moi, ça me, si tu veux, c'est parce que tu soulèves plein de choses qui me préoccupent, même quand je fais la cuisine, tu vois. Merleau-Ponty, à la fin de sa vie, il devenait fou parce qu'aucun mot ne convenait plus pour sa pensée. Ce qu'il voulait dire, ouais, c'est ça. Sujet, objet, perception, c'était impossible, aucun mot n'allait. Et il était, enfin, quand je dis fou, il tombait dans des difficultés psychiques énormes. Et moi, là, j'ai énormément de mal avec les dichotomies, presque toutes les formes de dichotomie. On a parlé interne et externe. Moi, je crois qu'il y a des… Alors, j'avais bien aimé ce qu'avait fait, mais vraiment, hein, Nadja sur… le prédicatif et l'opératoire. Moi, quelque part, en rapport avec ça, j'ai envie de dire, il y a l'affiché déclaratif, je vous aime beaucoup, oh, il est très beau ce bébé, tu vois, enfin les trucs, alors que le bébé est tout moche, bon, etc. Et la signification ressentie, sensible. Et je ne sais pas, je me perds. Et là, mais tu as mis le doigt sur un truc qui est pour moi aussi impossible. Parce que moi, à part, passe-moi le sel, et encore faut-il qu'on sache ce qu'est du sel et ce qu'est le sel, je pense que toute communication humaine, surtout dans le cadre de l'enseignement, est remplie d'ambiguïté et de faux semblants de compréhension commune. Des fois, on parle un quart d'heure avec quelqu'un et à la fin, il dit quelque chose qui montre qu'il a… Enfin, il n'a rien compris. Il n'était pas du tout sur la voie qu'on pensait. Et là, moi, non, mais là, tu as absolument raison, Jean-Claude.
Non, le dernier truc qui va, à mon avis, Je vous prie, pardon, je vous prie de m'excuser parce que comme on approche à la fin, je vous propose qu'on passe cette discussion dans un autre temps. Ça me donne mal au cœur parce que c'est vachement intéressant, mais au niveau de temps, on est un peu court. Si ça c'était vous dérange simplement le pas. rapport réalité-vérité. C'était là-dessus. Ok, Mais bon, c'est bon. Ça sera pour un autre monde. ok, merci beaucoup et excusez-moi. Donc, pour les considérations finales, je passe la parole à la commission organisatrice de ce colloque. Je commence en donnant la parole à la professeure Maria Rita Otero de l'Université du Centre da Província de Buenos Aires. La parole est à vous. Merci, mais je dois seulement remercier. A été extraordinaire. Nous avons réussi. Je remercie beaucoup à Gabriel, à Jeanne, à Audrey et à nos universités et aussi à Georges, et à Michel et à toutes les personnes qui ont fait des exposés. Et nous avons eu des journées vraiment fatigantes. Et il n'y a pas eu ni 2 minutes de break. Ça a été très intéressant. Et bon, je n'ai rien de plus à dire. Je remercie seulement. Je vous remercie énormément. Merci. Merci. Un grand merci. Merci à vous. Merci à vous. À toi aussi, excusez-moi, à toi aussi, Gabriel, le petit Gabriel. Le petit Gabriel, merci. À toi aussi, à tout le monde. Ouais. Bon, merci beaucoup. Alors, je vous remercie également. Et ensuite, j'ai le plaisir de passer la parole au professeur Gabriel Carvalho de l'Institut fédéral de Minas Gerais. Merci beaucoup, mon fils. Je suis très ravi de pouvoir collaborer dans l'organisation de ce colloque où on rend hommage à une personne aussi grande comme Gérard Vergniaud. Tout le monde a lui connu. Ça, c'est qu'est-ce que je veux dire. Je suis très émotionné maintenant. J'espère vivement que toutes les discussions pourront pousser la théorie des autres domaines. J'espère que les discussions étaient si bonnes pour vous comme étaient pour moi. Il y a deux petites consignes que je voudrais vous donner maintenant. Je fais tout l'enregistrement. Je vais mettre dans YouTube. Je vais envoyer le lien à tous les inscrits, à tous les participants pour qu'on puisse revoir, étudier et travailler avec toutes les idées qu'on a eues maintenant. La deuxième, c'est que le certificat sera envoyé à partir de mercredi, demain. Tout le monde va recevoir les certifications par l'email utilisé dans l'inscription. Je voudrais remercier une nouvelle fois Paula, Alexandre, Nina, Leonardo, les traducteurs qui ont en effet, ils font un travail très, 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 très beau. Je vous remercie beaucoup l'aide dans notre colloque. Je vous remercie beaucoup. Bravo à vous tous. Et je voudrais remercier aussi à l'ambassade de France au Brésil pour toute l'aide pour notre colloque. Merci beaucoup. Je vous redonne la parole, Gabriel.
Merci beaucoup. Je te remercie. J'ai le plaisir de passer la parole à la professeure Audrey Groulot de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, je me joins à mes deux collègues, à Maria-Rita et à Gabrielle, pour vous féliciter et vous remercier. J'aimerais aussi remercier Jeanne et les autres membres du comité organisateur pour ces deux superbes journées. Merci aux personnes qui ont fait la traduction. Merci aux organismes qui ont offert du financement. Merci à toutes les personnes qui ont présenté. Et j'oublie sans doute des personnes à remercier. Gabrielle aussi, Gabrielle qui a fait une partie de l'animation. Donc, voilà. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que je ne connaissais personne ici, excepté un peu Gabrielle Carvalho, que je connais depuis quelques années. Mais il y a 6 mois, je ne connaissais personne dans cette salle et j'ai fait des découvertes extraordinaires, autant avec les membres du comité organisateur, qui sont Maria-Rita et Jeanne et Gabrielle, bien sûr, autant avec toutes les personnes qui ont présenté et qui ont assisté aujourd'hui. Donc, c'était pour moi un grand plaisir de vous rencontrer et j'espère vous revoir très bientôt. Merci, professeur. Je voudrais dire que c'est un grand plaisir pour moi aussi d'avoir participé de ce colloque. Et j'espère que ce colloque est une future brillant aussi. Merci. J'ai le plaisir de donner la parole à la professeure Jean-Guy Sylvain de l'Université Paris-Cité. Merci. Quoi dire de plus, si ce n'est de répéter ce que vous avez tous dit déjà, remercier tout le monde et puis le comité d'organisation. Et puis j'ajoute aussi tous nos auditeurs et auditrices qui ont été derrière l'écran. C'est vrai que c'est moins vivant sans doute que si nous nous étions vus en présentiel. On le regrette toujours, mais quelque chose a émergé de tout ça. J'ai beaucoup appris, on a tous beaucoup appris, c'était très intense, très intéressant. Et on a jeté des bouteilles à la mer. Alors, la première petite bouteille qu'on peut se lancer avec une matrioshka à l'intérieur, un petit mot pour Gérard Vergniaud, un petit mot sur la théorie des champs conceptuels. Ça bâtirait, j'espère, pour l'avenir nos ponts, des ponts virtuels pour l'instant et peut-être réels plus tard, entre nos continents. Et puis voilà, c'est, je crois, fondamental de partager tous ces concepts scientifiques, tous ces débats avec différents pays. Je trouve fondamental et je remercie Gabriel, tout le monde, de toute cette impulsion qui a été donnée pour échanger aussi et pas rester entre nous, dans l'Hexagone, entre franco-français. C'est quelque chose, je pense, qui est très enrichissant pour l'avenir. Voilà, de beaux bateaux et de beaux avions en perspective pour nous rencontrer de nouveau. Merci. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup, professeur Jean-Guy Sylvain, pour ces beaux mots. Désormais, je déclare ce colloque clos. Je vous remercie tous et toutes de nous avoir accompagnés pendant ces 2 jours de travail et à bientôt, j'espère. Merci, bravo. Audrey, tu veux parler quelque chose? En fait, je voulais applaudir. J'ai raté mon coup, mais donc je voulais applaudir. Il faut. Et voilà. je pense que Gérard, Gabriel, je pense que Gérard, il aurait aimé ces échanges. Je pense que s'il est dans quelque part, il nous regarde bien. Voilà, c'est ça. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, merci beaucoup. Merci.